J'ai dit un jour qu'il ne me semblait pas sûr que le terme de motorisch, de moteur, qui quelque part est donné par Freud sous la forme d'un simple lapsus, nous disent les commentateurs qui ont recueilli les lettres Aflis, à la place de cellules, noyaux, organes, secrétoriches, qu'il ne me semblait pas sûr que ce fût tellement un lapsus. Effectivement, si Freud nous dit que la réaction de la douleur survient dans la majorité des cas, pour autant que la réaction motrice, la réaction de fuite est impossible, se dérobe, elle l'a tout spécialement devant les faits, où elle est impossible pour autant que la stimulation et l'excitation viennent de l'intérieur. Il me semble que ce lapsus, ce prétendu lapsus, n'est là que pour nous indiquer la foncière homologie, devant un certain registre, de la relation de la douleur avec cette réaction motrice, et nous indiquer ce quelque chose qui, j'espère, ne vous paraîtra pas absurde, la chose m'avait frappé très anciennement, que dans l'organisation de la moelle épinière, on trouve des neurones et des axones de la douleur au même niveau, à la même place, à certains étages qui est celle où, à d'autres étages, certains neurones, certains axones, liés essentiellement à la motricité tonique, se rencontrent. Aussi bien la douleur ne doit-elle pas être purement et simplement prise dans le registre des réactions sensorielles. Je dirais que ce que nous a montré les incidences physiologiques, ce que la chirurgie de la douleur nous montre, c'est qu'il n'y a pas là quelque chose de simple qui puisse être considéré simplement comme une qualité de la réaction sensorielle, et que le caractère complexe, si l'on peut dire, intermédiaire entre l'afférent et l'efférent de la douleur, est quelque chose qui nous est suggéré par les résultats, il faut bien le dire, surprenants de telle ou telle section qui permet la conservation de la notion de douleur dans certaines affections internes, spécialement dans les affections cancéreuses, avec en même temps la suppression, la levée, si l'on peut dire, d'une certaine qualité subjective qui en fait, à proprement parler, le caractère insupportable. Bref, aussi bien ceci, qui est encore de l'ordre d'une exploration physiologique moderne, qui ne nous permet pas encore de pleinement les articuler, ceci n'est que quelque chose où je vous prie de voir la suggestion que peut-être nous devons concevoir la douleur comme quelque chose qui, dans l'ordre d'existence, est peut-être comme un champ qui s'ouvre, précisément, à la limite où il n'y a pas la possibilité pour l'être de se mouvoir. Est-ce que quelque chose ne nous est pas là ouvert, dans je ne sais quelle aperception des poètes, dans le mythe de Daphné se changeant en arbre sous la pression à laquelle elle ne peut plus échapper, que quelque chose dans l'être vivant, qui n'a pas la possibilité de se mouvoir, nous suggère, jusque dans leur forme, la présence de ce qu'on pourrait appeler une douleur pétrifiée. Est-ce qu'il n'y a pas, dans ce que nous faisons nous-mêmes du règne de la pierre, pour autant que nous ne la laissons plus rouler, pour autant que nous la dressons, que nous en faisons ce quelque chose d'arrêté qui est une architecture? Est-ce qu'il n'y a pas dans l'architecture elle-même quelque chose pour nous comme la présentification de la douleur? Quelque chose irait dans ce sens. C'est ce qui se passe à la limite quand à un moment de l'histoire de l'architecture, celui du baroque, sous l'influence d'un moment de l'histoire qui est aussi bien celui auquel nous allons nous retrouver tout à l'heure, quelque chose est tenté pour faire de l'architecture elle-même je ne sais quel effort vers le plaisir, pour lui donner je ne sais quelle libération, qui l'a fait en effet flamber dans ce qui pour nous apparaît comme un tel paradoxe dans toute l'histoire
de la bâtisse et du bâtiment. Cet effort vers le plaisir, aussi bien, qu'est-ce qu'il donne, si ce n'est ce que nous appelons dans notre langage ici, métaphorique, et qui va loin comme tel, des formes torturées. Vous me pardonnerez, je pense, cette excursion, puisqu'aussi bien autant que je vous l'ai annoncé, elle n'est pas sans lancer à l'avance je ne sais quelle pointe vers quelque chose que nous nous trouverons amenés à reprendre tout à l'heure, à propos de ce que j'ai appelé pour vous l'époque de l'homme du plaisir, le XVIIIe siècle, et le style très spécial qu'il a introduit dans l'investigation de l'érotisme. Revenons à nos Vorstellungen, et tâchons maintenant de les comprendre, de les surprendre, de les arrêter dans leur fonctionnement pour nous apercevoir de quoi il s'agit dans la psychologie freudienne. C'est à savoir de ce caractère de composition imaginaire, d'éléments imaginaires de l'objet qui en fait, en quelque sorte, ce qu'on pourrait appeler la substance de l'apparence, ce qui est le matériel d'un leurre vital, de ce qui en fait essentiellement une apparition ouverte à la déception d'une Erscheinung, dirais-je, si je me permettais de parler allemand, ce en quoi l'apparence se soutient, mais qui est aussi bien l'apparition du tout venant, l'apparition courante. Ce qui forge ce vor, ce tiers, ce qui se promeut, ce qui se produit à partir de la chose, ce quelque chose d'essentiellement décomposé, la Vorstellung. C'est ce autour de quoi tourne depuis toujours la philosophie de l'Occident, depuis Aristote. Dans Aristote, ceci commence par la fantasia, très exactement. La Vorstellung est prise dans Freud dans son caractère radical, sous la forme où elle est introduite dans une philosophie qui est essentiellement tracée par la théorie de la connaissance. Freud l'arrache à cette tradition pour l'isoler dans sa fonction. Et c'est là ce qui est remarquable. C'est ce qu'il lui assigne jusqu'à l'extrême de ce caractère, auquel précisément ces philosophes n'ont pas su se résoudre à la réduire. De corps vide, de fantôme, de pâle incube de la relation au monde, de jouissance exténuée qui en fait, à travers toute l'interrogation du philosophe, le caractère essentiel. Et cette sphère, cet ordre, cette gravitation des Vorstellungen, où les place-t-il? Là où je vous ai dit la dernière fois qu'il fallait, à bien lire Freud, les placer entre perception et conscience. Comme je vous l'ai dit, entre cuir et chair. W, c'est Wahrnehmung, perception, ici, principe de réalité. Et ici, nous l'avons dit, Bewusstsein, donc conscience, c'est ici, entre perception et conscience, que vient s'insérer ce qui, au niveau du principe du plaisir, fonctionne, c'est-à-dire les processus de pensée, pour autant qu'ils règlent, par le principe du plaisir, l'investissement des Vorstellungen et la structure dans laquelle l'inconscient s'organise, la structure dans laquelle la sous-jacence des mécanismes inconscients se flocule, ce qui fait le grumeau de la représentation, à savoir quelque chose qui a la même structure, c'est là le point essentiel sur lequel j'insiste, la même structure que le signifiant. Ce qui n'est pas simplement Vorstellung, mais comme Freud l'écrit plus tard dans son article sur le Unbewusst, Vorstellung Repräsentats, ce qui fait de la Vorstellung un élément associatif, un élément combinatoire qui en fait quelque chose qui, d'ores et déjà, met à notre disposition un monde de la Vorstellung
déjà organisé selon les possibilités du signifiant comme tel, quelque chose qui, déjà au niveau de l'inconscient, s'organise selon des lois qui, Freud l'a bien dit, ne sont pas forcément les lois de la contradiction, les lois de la grammaire, mais qui sont d'ores et déjà les lois de la condensation, les lois du déplacement, celles que j'appelle pour vous les lois de la métaphore, les lois de la métonymie. Quoi donc d'étonnant qu'ici, je veux dire entre perception et conscience, là où se passent ces processus de la pensée qui ne seraient rien, jamais pour la conscience, nous dit Freud, si elle ne pouvait lui être apportée par l'intermédiaire d'un discours, de ce qui peut s'expliciter, s'articuler dans la Wortbewusstsein, dans le préconscient. Qu'est-ce à dire? Ici, Freud ne nous laisse aucun doute. Il s'agit de mots, et bien entendu, c'est Wortvorstellungen dont il s'agit. Il faut aussi que nous les situions par rapport à ce que nous articulons ici.